bienvenue, bonjour, posez-vous, coucou YouTube. Est-ce que vous saviez que LFI était d'extrême gauche? Voilà, donc aujourd'hui le chat s'est réveillé en devenant magiquement d'extrême gauche. Voilà, hier vous vous êtes couché, vous étiez de gauche, et ce matin vous êtes d'extrême gauche. Parce que du coup, il s'est passé un truc récemment. C'est que notre cher ministre de l'Intérieur, accessoirement ex-préfet de Paris, au moment de la loi travail, c'est Nunez, au moment de l'affaire Naël aussi, au moment de... Bon bref, globalement, ex-éborgneur en chef des mouvements sociaux, notamment parisiens, c'est cher Nunez, a sorti une circulaire administrative classant pour la première fois de son existence, et même pour la première fois, je pense, de la vie politique de Mélenchon. Ah, peut-être à l'époque quand il était trotskiste, mais bon, il est pas resté trotskiste très longtemps non plus à l'époque, hein. Mais du coup, classons Jean-Luc Mélenchon, probablement pour la première fois d'une grande majorité de sa vie politique, comme étant à l'extrême gauche. La France Insoumise s'est indignée jeudi de sa classification à l'extrême gauche pour les élections municipales, une décision justifiée par un refus de la discussion parlementaire selon le ministère de l'Intérieur. Donc alors, je vous propose qu'on décortique tout ça. Ah oui, non, mais là, bien sûr, la photo choisie par l'AFP, extrêmement délicieuse, hein. Je pense que les journalistes de l'AFP sont extrêmement flippés du nouveau projet qui risque de faire disparaître, en fait, purement et simplement l'AFP, du nouveau projet un peu de plan social, merging, de bref, d'évolution structurelle de l'AFP. Donc je pense qu'ils, je sais pas, peut-être qu'ils sucent absolument, peut-être qu'ils mettent la pire photo de Mélenchon pour montrer à leur direction qu'ils sont bien loyaux à l'AFP, et que leur lutte sociale pour conserver une structure un petit peu indépendante à l'AFP n'a rien à voir avec une lutte politique, ce n'est que purement corporatiste, bref, on s'en fiche. Ouais, le JLM il est en train de jeter un sort. Donc, oui, ça s'appelle sucer à perte. Je suis pas d'accord avec toi, So. Mais, donc, comme je disais, je vous propose qu'on décortique absolument tout ce qui s'est passé. Il y a plusieurs trucs intéressants. Le premier, c'est pourquoi la justification du ministère de l'Intérieur pour classifier la France Insoumise à l'extrême gauche. Et ça, je pense que ça va être très intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'une qualification politique change du jour au lendemain, alors même que le fond politique de la France Insoumise, le programme, le projet général, etc., n'a lui pas changé. Donc comment il justifie ça? Deuxième point très intéressant, c'est la réaction de la France Insoumise. Les protestations, les réactions plurielles qu'il peut y avoir à gauche autour de ça. Du coup, en fait, finalement, comment la gauche se positionne face à cette attaque du gouvernement. Et le troisième aspect, je pense, c'est ce que ça nous enseigne sur l'utilisation politique des termes d'extrême, tant extrême gauche qu'extrême droite, parce que ça nous rappelle un petit débat qu'il y a eu concernant le RN, qui s'était plaint, je crois, auprès du Conseil d'État d'être qualifié d'extrême droite, considérant que c'était une qualification complètement infamante, etc. Et le Conseil d'État avait réaffirmé le fait de classer le RN à l'extrême droite, la France Insoumise, le PCF, etc. à gauche, et que voilà, donc il y a la décision du Conseil d'État dont beaucoup de personnes parlent, mais un petit peu sans vraiment donner les détails de qu'est-ce qu'elle implique fondamentalement. Mais du coup, ça veut dire quoi ça veut dire quoi que le Premier ministre ait le pouvoir unilatéral de décider de ce type de classification, et du coup en quoi ces classifications sont importantes politiquement. Bref, voilà, les trois parties de cette vidéo pour vous, cher public de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ou même à nous rejoindre sur Twitch une fois tous les 2 soirs, à peu près, environ. Mettez un like et vous recevrez la notification si vous voulez venir participer à des discussions dans le chat. Donc, j'ai trouvé 3 articles. L'Express qui en sont un peu crari neutres, Le Point qui est anti-LFI et l'UMA qui est un peu en mode « Oh, les pauvres », mais en même temps un peu mérité. Donc, je vous propose qu'on commence un petit peu par les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi LFI d'extrême gauche? Tout comprendre à ce classement qui provoque la colère du parti. Donc, une circulaire du ministère de l'Intérieur pour les prochaines élections municipales identifie la France Insoumise comme appartenant au bloc des partis d'extrême gauche. De quoi susciter l'ire de Jean-Luc Mélenchon. Mais en fait, c'est pas qu'on est énervé, c'est pas qu'on est enragé à l'idée d'être d'extrême. C'est juste que genre, c'est pas nous, et que la raison de ce changement soudain, elle est quand même pas anodine. Genre, c'est vraiment, bref, je n'ai pas commenté chaque phrase d'un article écrit par un journaliste qui probablement déteste la France Insoumise quoi qu'il arrive. Mais oui, le timing est quand même assez marrant, quoi. Ce sont quelques mots inscrits au milieu de la dizaine de pages d'une circulaire électorale émise par le ministère de l'Intérieur qui ont fait bondir carrément, genre, bondit les dirigeants de la France Insoumise. Le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon sera considéré comme une formation politique appartenant au bloc de partis d'extrême gauche pour les prochaines élections municipales. Jusqu'alors, LFI était simplement considéré comme un parti de gauche, à l'instar du Parti Socialiste ou du Parti Communiste par exemple, ou à l'instar de la France Insoumise qui quand même existe depuis 2016, quoi. Donc ça fait quand même 10 ans que la France Insoumise existe. On va bientôt fêter son anniversaire d'ailleurs, si ce n'est pas déjà passé. Que retenir de ce changement de qualification qui fait tant réagir parmi les rangs insoumis? Décryptage
dommage. Pas que parmi les rangs insoumis, hein, vous inquiétez pas que toute l'extrême gauche a bondi aussi. Parce que genre, lutte ouvrière, révolution permanente, ils sont aussi en mode, mais bah non, ils sont pas... Genre non, c'est des SOSDEM de merde, arrêtez de les foutre avec nous en fait. Genre nous, on est des révolutionnaires pur jus, qu'est-ce que vous nous foutez dans le même panier que ces SOSDEM qui veulent jouer des élections, tu vois. Genre, vous inquiétez pas que ça a pas que bondi chez la France insoumise. Hein. Cette évolution est actée par une circulaire relative aux nuances à attribuer aux candidats par les préfets aux prochaines élections municipales. Donc, l'ancien préfet de Paris, maintenant ministre de l'Intérieur, a envoyé une circulaire à tous les préfets de France pour dire comment, lors des élections municipales, ils doivent qualifier la France insoumise. Parce que tu sais, vous avez en fait souvent, dans les nomenclatures, vous avez l'abréviation du nom du parti et, entre parenthèses, l'appartenance du parti. Donc, par exemple, c'est LFI, entre parenthèses, G pour gauche, par exemple. Tu vois, genre, ou LR, entre parenthèses, D ou DR ou droite. Et donc, en fait, voilà, c'est l'appartenance. Vous avez des trucs divers droite, divers gauche, sans étiquette, etc., etc., etc. Vous avez parfois un sans étiquette divers gauche, un sans étiquette extrême droite. Donc voilà, vous avez tous les trucs un petit peu qui, dans les nomenclatures officielles, positionnent, classent et contribuent après à l'analyse politique et électorale. Et c'est là que ça va être très intéressant sur un des rôles souvent dont on parle assez peu du ministère de l'Intérieur. Et même divers centres. Parce qu'il n'y a quand même aucun sens, quoi. Divers centres. Ça veut dire quoi, divers centres? C'est que genre, c'est déjà le centre, c'est-à-dire ça veut rien dire. Genre, le centre, en mode déjà une galaxie de micro-partis. Et encore plus divers centres. Ces appellations, obligatoires pour les listes dans les communes de plus de 3500 habitants et dans les arrondissements de Paris, Marseille et Lyon, recouvrent l'ensemble du panorama politique français. Elles se distinguent des étiquettes politiques laissées à la libre appréciation du candidat dans le cadre de sa déclaration de candidature. Donc les l'étiquette politique, c'est en gros le parti de rattachement, etc. Et l'appellation, c'est ce que la préfecture dit, gauche, extrême gauche, etc., etc. Ici, les nuances sont donc directement attribuées par les représentants de l'État dans les territoires sur la base d'une classification transmise par le ministre de l'Intérieur. Et du coup, la première question, je trouve que... Parce que c'est marrant, ça fait un peu petit cours d'éducation civique, quoi, mais ah bon? Donc ça veut dire que... Enfin, en vrai, on le savait déjà, parce qu'avec tous les débats sur le fait de classifier le RN à l'extrême droite, etc., on savait déjà que c'était un truc qui était attribué par la puissance d'État, mais c'est quand même intéressant de pouvoir interroger le rôle de l'État et l'intérêt que l'État a d'imposer une classification et donc d'imposer une certaine vision du monde politique, mais ça on verra dans notre dernier point, bien évidemment. Ces nuances politiques sont affectées à différents niveaux. Lorsque les candidats sont affiliés à des partis précis, leur couleur politique sera signifiée par les appellations relatives à leur formation politique. Par exemple, les personnalités issues du Rassemblement national sont identifiées par le sigle RN, celles de Renaissance par REN, comme quoi entre les macronistes et les fachos, il n'y a qu'une lettre, quoi, ou celles des écologistes par VEC. Pas de changement concernant la France insoumise dans cette grille, ces listes seront bien placées sous la nuance FI ou LFI. A l'inverse des partis situés très à gauche de l'échiquier politique, voire révolutionnaires, comme Lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste, MPA, simplement regroupés sous le même dénomination, EXG pour extrême gauche. Et donc déjà un truc intéressant, c'est que le Rassemblement national est d'extrême droite. Le Conseil d'État l'a confirmé dans une décision récente. Pourtant, son sigle correspond à son parti politique. Mais pour les partis d'extrême gauche, le nom de leur parti politique n'apparaît pas et tout est mis sous l'angle de l'extrême gauche. Et donc ce qui est déjà assez intéressant dans la façon dont ça a l'air de relever d'un arbitraire purement lié aux chiffres. Mais ça, c'est que le RN est un parti trop grand, comme l'entièreté des partis d'extrême gauche ne sont pas des partis, et je trouve que ça montre une différence fondamentale à laquelle on va venir, et en fait à la nature des représentations de la diversité politique, qui sont que, et ça c'est ce qu'on répète tout le temps quand ils disent l'extrême droite, l'extrême gauche, je n'aime pas les extrêmes, etc., c'est que la disposition droite-gauche n'est pas une disposition parallèle, c'est pas une disposition en miroir, c'est-à-dire que tu ne retrouves pas à l'extrême droite la version extrême droite de ce que fait l'extrême gauche dans sa version extrême gauche. Je sais pas si vous le captez. Globalement, l'extrême gauche française a une histoire spécifique. Généralement, elle est anti-électoraliste, c'est-à-dire qu'elle refuse le jeu électoraliste, etc. Elle est plutôt révolutionnaire. Et donc forcément, elle fait moins de scores aux élections parce que ce n'est pas forcément un enjeu politique. Les élections sont plutôt une tribune. Et du coup, on va retrouver statistiquement moins de pourcentage de voix à l'extrême gauche, une moins grande représentativité politique de l'extrême gauche, même s'il y aura une constante de la représentativité politique, mais l'extrême gauche sera toujours très faible électoralement par rapport à une extrême droite qui historiquement joue le jeu des élections et qui a toujours été dans cette logique-là de jouer dans les institutions pour modifier les institutions. Voilà, c'est pas symétrique, ce ne sont pas des dispositions en miroir.
l'extrême gauche et l'extrême droite sont deux camps de nature fondamentalement différents dans leur rapport aux politiques, dans leur contenu, bien évidemment, vous imaginez bien, etc., etc. En quoi Nunez a le même pouvoir que le Conseil d'État? Je dis pas que le Conseil d'État c'est génial, mais il y a peut-être plus de connaissances de l'histoire politique des mouvements et moins de biais débiles comme Nunez. Bah justement, c'est toute la question de c'est quoi la différence entre Nunez et le Conseil d'État? Et ça, c'est une question un peu ouverte parce que je ne sais pas exactement. Pour l'extrême droite, c'est plus de l'opportunisme. Hitler a tenté le coup d'État et a switché vers l'électoralisme quand ça a échoué, pareil pour Mussolini. Oui, et l'extrême droite française, historiquement, n'a pas toujours participé aux élections. Il y a eu toujours aussi cette tension-là. Mais donc, là où l'appartenance à l'extrême gauche dépend de ton attitude vis-à-vis de la politique électorale, l'appartenance à l'extrême droite ne dépend pas de ça. Le Conseil d'État ne juge pas en fonction des critères politiques. Ils vont juste regarder la circulaire d'un point de vue juridique, en gros, si elle est légale. C'est ça. Et en fait, ça amène aussi à pourquoi c'est un contre son camp de. Il y a des gens du coup qui vont brandir la décision du Conseil d'État au sujet du RN, où dans cette circulaire est réaffirmé que la France insoumise est étiquetée à gauche et non pas à l'extrême gauche. Et ils vont dire mais pourtant ça s'oppose à la circulaire du Conseil d'État. Le Conseil d'État, il juge la conformité administrative. Et donc Nunez, il diffuse une circulaire qui donc dit ce que l'administration doit faire. Et le Conseil d'État, là-dessus, sa seule capacité de juger, c'est est-ce que c'est conforme aux autres règles administratives et est-ce que ça s'oppose à un autre truc, etc., d'avant, etc. Mais il va juger en fonction de ce qui est déjà existant. Donc en fait, Nunez, en faisant ça, pose potentiellement une définition politique qui sera définitive pour la France insoumise, puisque bah, rien n'empêche le Conseil d'État demain. Je sais pas si la France insoumise se plaint devant le Conseil d'État en mode c'est n'importe quoi, ils m'ont mis à l'extrême gauche, c'est une instrumentalisation politique. Le Conseil d'État peut très bien dire non, c'est la décision administrative est de vous classer à l'extrême gauche, nous n'avons pas de jugement politique à faire là-dessus car nous ne sommes qu'une autorité administrative. C'est juste le juge de la légalité des actes du gouvernement pour que le CE agisse faut un texte du ministère de l'Intérieur d'abord. Exactement. Donc attention à pas sortir le Conseil d'État comme carte piège, le Conseil d'État va prouver qu'on n'est pas vraiment d'extrême gauche et que c'est qu'un truc politique. Non, le Conseil d'État ne sert pas à ça. Allons sur le Conseil d'État. Je vous avais sorti la décision du Conseil d'État vis-à-vis du Rassemblement national. Donc là, c'était donc le RN qui s'était plaint auprès du Conseil d'État en disant que c'est un abus de pouvoir et que cette pouvoir, la circulaire du ministère de l'Intérieur qui classait le RN et LRN, donc et les ciotistes proches du RN, dans le bloc extrême droite, comme il avait toujours été classé. Du coup, le RN avait dit on attaque le Conseil d'État parce qu'on ne mérite pas d'y être et c'est un abus de pouvoir de la part de l'État. En premier lieu, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer peut établir une grille de nuances politiques et prévoir leur regroupement dans des blocs de clivage afin de permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaires à l'information des pouvoirs publics et des citoyens. Donc d'abord, l'utilité pour le ministère de l'Intérieur de faire cette grille des orientations politiques des partis politiques, c'est utile pour traiter les datas, traiter les données et informer les pouvoirs publics et les citoyens. Donc en gros, c'est en mode, c'est une information qui a un intérêt vis-à-vis des citoyens pour leur donner à voir l'état des clivages existants dans la société, des blocs dominants, etc., etc. Donc c'est important pour comprendre et analyser la situation politique. Donc c'est quelque chose qui est justifié pour ça. Et important pour du coup l'agrégation des résultats et pouvoir regrouper les résultats de façon plus harmonieuse, etc., etc. C'est pour présenter les résultats et démontrer que la gauche représenterait dans ce pays. Exactement. On va y venir. En troisième lieu, c'est ça le truc important. En rattachant la nuance politique Rassemblement national au bloc de clivage extrême droite, la circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe de sincérité du scrutin que l'attribution d'une nuance politique différente de l'étiquette politique n'affecte pas. Elle n'est pas entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Donc en gros, ils disent, en rattachant le RN à l'extrême droite, c'est pas un mépris, c'est pas une négation du fait que le RN ne se revendique pas lui-même d'extrême droite. En gros, c'est de dire, c'est pas toi qui décides. Ça n'a rien à voir. C'est un rattachement à un bloc de clivage. Que vous vous revendiquiez ou pas d'extrême droite ne change rien légalement à ce que vous soyez classé arbitrairement par le ministre de l'Intérieur. Elle ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, le principe d'égalité en procédant à un tel rattachement, tout en attribuant la nuance gauche aux formations politiques Parti communiste français et la France insoumise. Un autre argument du RN, c'est de dire qu'il y a une inégalité de traitement entre le RN et la France insoumise, puisque le RN est classé à l'extrême gauche, alors que la France insoumise n'est classée qu'à gauche. Et du coup, c'est de l'inégalité. Et du coup, bah, encore une fois, le Conseil d'État qui répond non, parce que c'est pas eux qui décident, donc c'est pas une question d'égalité. L'égalité n'a rien à voir. Le principe d'égalité n'est pas remis en question par ça, parce que bah, si on décide de vous classer à l'extrême droite, c'est pas un principe d'égalité entre les partis qui s'applique, mais c'est un principe de décision du ministre. Donc voilà, donc la fameuse décision du Conseil d'État vis-à-vis du classement du RN à l'extrême droite, et donc aussi qui réaffirme du coup dans sa décision le classement de la France insoumise à gauche, c'est pas une voie de recours
magique. C'est le Conseil d'État dit: «Fermez vos gueules, c'est pas vous qui décidez. La loi, c'est que c'est le ministre de l'Intérieur qui décide. Il a ses raisons, on n'a rien à dire là-dessus. C'est légal qu'il fasse ça, c'est tout». Si le CE reconnaît dans le cas de LFI qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation, ça voudrait dire qu'il y a plus d'insoumis au CE que ce que le gouvernement ne croit, ce qui est pas impossible en vrai. Aussi, ça se trouve, le Conseil d'État va retourner sa veste et va dire: «Non, pour la France insoumise, c'est honteux». On sait jamais. Mais voilà, faut se méfier de la tendance qu'on peut avoir d'appeler à l'aide les institutions. Mais par contre, on peut se douter que du coup, Nunez a classé la France insoumise à l'extrême gauche par parallélisme du coup avec l'extrême droite. C'est-à-dire que ce truc avait fait un tel foin, le RN, ils ont vraiment le seum d'être classés à l'extrême droite. Il y a tout l'enjeu autour du Front républicain, etc., etc. Et aussi tout un enjeu pour le centre d'écarter au maximum la concurrence à l'extrême droite et à gauche. Et du coup, on peut imaginer de la part de Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur, que le fait de classer la France insoumise à l'extrême gauche est une forme de vengeance vis-à-vis de la décision qui a trait au RN. Et une façon de faire exister ce fameux parallélisme, ce fameux les extrêmes, ce fameux les extrêmes se rejoignent, ils sont pareils, etc. Alors que je vous ai démontré tout à l'heure que il y a absolument pas de parallèle entre l'extrême gauche et l'extrême droite, mais une façon de faire ce parallèle pour pouvoir mieux disqualifier les deux positions. Ou alors admettre définitivement et avaliser définitivement le déplacement de la fenêtre d'Overton. Mais bon. Du coup, en fait, Nunez a répondu aux volontés du RN dans leurs moyens, c'est-à-dire de mettre les insoumis à l'extrême gauche, vu que le RN est l'extrême. Exactement. Dans sa requête au Conseil d'État, le RN a invoqué le principe d'égalité, en se plaignant que la France insoumise et le Parti communiste français ne soient pas rattachés à l'extrême gauche. On parle d'un contentieux, ok. Et donc là-dessus, Nunez a rendu justice au RN en disant, presque symboliquement en disant, vous avez revendiqué le principe d'égalité, même si le Conseil d'État vous a dit que ça n'avait rien à voir, moi je vais vous reconnaître ce principe d'égalité en vous mettant à l'égalité avec la France insoumise dans les extrêmes. Quelque part, il y a un peu un appel du pied de Nunez vis-à-vis du RN là-dedans, en leur accordant ce que le Conseil d'État leur avait refusé comme argument juridique. Au moins maintenant, on peut officiellement dire qu'on est plus à gauche que le PCF, ça me va. C'est vrai. Donc le changement contesté par la France insoumise concerne deux autres grilles publiées dans la circulaire. Celle-ci détaille pour les blocs de clivage des nuances individuelles et de listes pour ce prochain scrutin municipal. Ces blocs regroupent les candidats selon leurs grandes orientations au sein du champ politique. Ainsi, le Rassemblement national est de longue date inscrit par la place Beauvau dans un bloc extrême droite, en compagnie d'autres mouvements comme Reconquête ou l'Union des droites pour la République. Pour LFI, c'est ici que le bas blesse. Jusque-là considéré comme une formation appartenant au bloc de gauche, comme le PS, le PCF ou les écologistes, le parti est désormais placé par le ministère de l'Intérieur dans le bloc d'extrême gauche. Et on voit aussi une volonté du ministère de l'Intérieur de briser l'union de la gauche. C'est-à-dire que bon, on sait que l'union de la gauche PTDR, vous avez suivi mes lives, ou mes vidéos sur YouTube. L'union de la gauche PTDR, mais on voit aussi que, vous savez, il y avait les discours sur le Front républicain, sur est-ce que le Front républicain inclut la France insoumise ou exclut la France insoumise, la tentative un petit peu de débaucher le PS aux côtés des macronistes, notamment là récemment dans le vote du budget où le PS du coup a refusé de voter la censure et a permis d'accepter un budget, le budget le plus austéritaire de l'histoire de France, parce qu'on dit ça chaque année, parce qu'en fait à chaque fois c'est de pire en pire. Donc on voit aussi la façon dont Nunez se sert, et c'est là que je trouve qu'on peut faire l'argument aussi d'une forme d'abus de pouvoir politique, parce que du coup là on a un changement de nomenclature alors qu'il n'y a pas de changement de fond vis-à-vis de la France insoumise, sur son orientation politique, sur ses buts stratégiques, etc., sur des trucs objectivables. Je pense que c'est pour ça que je pense que la France insoumise, ok, j'ai chié sur le Conseil d'État et j'ai dit attention Bellec, croyez pas trop au Conseil d'État, mais en vrai je pense que la France insoumise a plus de légitimité à se plaindre auprès du Conseil d'État parce que le changement n'est pas justifié et il faut poser la question de la justification de ce changement, etc. Mais bon, encore une fois, on est dans l'ordre de l'arbitraire du gouvernement, mais il y a une façon dont Nunez utilise son pouvoir de ministre, son pouvoir très politique de ministre de l'Intérieur, donc de chef des polices, pour solder des équilibres politiques existants et très présents dans la société, et d'utiliser finalement son pouvoir gouvernemental pour régler des questions politiques. Donc là, il y a un abus de pouvoir qui est assez clair, puisque c'est presque une façon de dire, vous n'avez même plus à prétendre faire le Front républicain et d'inclure la France insoumise dans le Front républicain, puisque de toute façon, la France insoumise n'est même pas de gauche, elle est d'extrême gauche. Donc ça la sort naturellement du Front. Si le RN sort du Front républicain parce qu'ils sont d'extrême droite, la France insoumise aussi sort du Front républicain puisqu'il est d'extrême gauche. Donc on pourra parfaitement voter pour Le Pen au deuxième tour face à Mélenchon. Ce sera notre choix. Mais on n'aura pas de Front républicain à faire, donc on est bien. Donc voilà, je pense qu'on peut détacher de là un intérêt très politique de la part de Nunez, aussi d'achever, de rompre le peu de blocs de gauche qui reste, et surtout de casser toute condition de possibilité de solidarité du reste de la gauche avec la France insoumise. Sachant que bon, la solidarité du reste de la gauche avec la France insoumise, elle était déjà un petit peu au ras des pâquerettes, mais donc là encore pire, d'isoler définitivement la France insoumise du champ politique. Je pense qu'il se rend pas compte d'à quel point ça va encore plus aller dans l'inverse. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est que du coup aussi, ça fait que numériquement, quand il y aura l'analyse des résultats électoraux au municipal, ça veut dire qu'il
flippe pour les municipales aussi, hein, by the way. Mais quand il y aura l'analyse des résultats électoraux municipales, c'est-à-dire que le bloc de gauche sera plus faible. Mais du coup, l'extrême gauche, elle a bondi d'un coup dans les sondages, là. Là, l'extrême gauche devient plus forte que la gauche. L'extrême gauche devient la première force politique de gauche. Donc je trouve que paradoxalement, je pense qu'il y a potentiellement un peu un effet qui se coule pour Nunez. C'est que du coup, ça veut dire que le pôle d'attraction de la gauche se situe symboliquement à l'extrême gauche et que l'extrême gauche est l'un des premiers mouvements politiques en France et ça c'est stylé quoi. Et du coup, ils vont jouer sur la peur en mode les extrêmes se rejoignent. Mais ça ils le disent depuis des années. En fait, ce que Nunez fait, c'est que il donne une existence administrative à quelque chose qui était jusqu'ici de l'ordre du discours politique. Mais du coup, le fait de lui donner une justification administrative, enfin une existence administrative ne va pas changer le fait que le discours politique depuis des années, c'est les extrêmes se rejoignent et la France insoumise, antisémite, genre ça ne va rien changer au discours. Ça va juste mettre un petit check administratif dessus. Ça change rien au fait qu'on se fait insulter sur les plateaux télé. Avant on était de gauche, on se faisait insulter pareil, tu vois. Donc bref. Après, moi, une bonne partie des militants FI est plus proche de RP que du PS-LV. Ah, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais en tout cas, je pense que dans la façon dont les militants FI se perçoivent politiquement, ils se perçoivent plus proches de RP que du PS et de LV. Ça, je suis d'accord avec. Plus que sur le déroulement du scrutin, l'impact pourrait davantage concerner la présentation des résultats. Au moment du décompte des voix, celles de LFI seront donc reversées au sein du bloc extrême gauche et non plus de la gauche. La représentation des résultats pourra donc différer avec celle connue lors des précédents scrutins. Donc voilà, il s'assure aussi que numériquement, la gauche ne paraît pas plus forte qu'elle ne l'est. C'est aussi une façon d'effacer. Et ça, je pense que ça peut avoir plus d'importance symbolique. Dire que si au municipal, malgré la division de la gauche fait un très bon score, ça va se voir dans les résultats finaux. Alors que si tu divises la gauche en mettant d'un côté la France insoumise, de l'autre côté le reste de la gauche, le résultat, les petites barres, là vous voyez comme dans les sondages, les petites barres seront un peu plus basses, forcément parce que d'habitude elles étaient mises l'une sur l'autre, mais du coup ça permet d'entretenir le dégoût et le désespoir politique des gens qui veulent du changement. Parce que du coup t'as l'impression de revenir un petit peu à une étape beaucoup plus basse. Après, bon, est-ce que ça change vraiment de la façon dont tous les sondages représentent la gauche comme un bloc divisé? Parce que spoiler alert, oui, la gauche est un bloc divisé, donc bon, qu'est-ce que ça va changer quoi? Comme ça on peut dire la barre de droite, c'est ça, c'est en mode regarde, le zizi de la droite il est plus gros que les zizi de la gauche, alors du coup c'est la droite, la France est un pays de droite, c'est nous qu'on gagne, tu vois. Oui, c'est une façon de dire ça quoi. Bon. Et ça en vrai, ça peut avoir un effet un peu psychologique sur les électeurs, de se dire que ça sert à rien de voter, et que de toute façon la droite est plus forte, et que c'est foutu, et que peut-être qu'on se plante, et que peut-être qu'il faut se démobiliser. Tiens, il peut y avoir un effet démobilisateur sur les bords, mais en même temps, encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit. Qu'est-ce que ça change de ce qu'on avait avant? Qu'est-ce que ça change des sondages avec lesquels on nous bombarde de jour en jour, où la gauche est tout aussi divisée, où on va des sondages qui sont réalisés comme le cul et qui correspondent pas aux vrais équilibres politiques, tu vois. Genre en vrai, ça donne, encore une fois, ça donne un saut d'approbation administrative, gouvernementale, mais dans l'effet psychologique que ça peut avoir sur la population, c'est très marginal, quoi. Pour te dire ce que tu disais sur le fait que l'extrême gauche devient le pôle majoritaire, une autre lecture, c'est aussi qu'en plus de discriminer la fille pour certains électeurs qui refusent les extrêmes, ça peut aussi mettre un spotlight sur la fille et la réinstaller en tant que première force anti-système et d'égalité. De fou! Ça renforce la France insoumise dans sa prétention à vraiment vouloir lutter contre ce système, bien sûr. Donc, la représentation des résultats pourra différer, malgré tout les conséquences demeurent limitées pour la France insoumise et renvoient surtout à des enjeux symboliques. Le débat sur les labellisations existe depuis des années, relativisme le professeur de sciences politiques Rémi Lefebvre auprès du Monde. Ces catégories ne sont pas juridiques mais historiques, philosophiques ou politiques, elles ont toujours été objet de conflits. Ça c'est vrai, c'est politique, c'est conflictuel. Et on n'a pas les justifications de Nunez. On les aura peut-être dans l'article du Point. Il convient de souligner que même si la classification à l'extrême gauche ne concerne qu'une catégorie bien particulière, le ministre de l'Intérieur n'a pas justifié ce choix. Bah si, il a justifié le choix. Tiens, c'est marrant ça. Je pensais que le Point allait sucer Nunez et allait dire chais à la France insoumise et que c'est votre tour après que le RN ait été mis à l'extrême gauche, mais pourquoi ils mettent pas la justification de Nunez? Parce qu'il a justifié son choix. Pourquoi vous osez pas le dire? Laurent Nunez a indiqué dans la soirée assumer totalement cette décision. Chez la France insoumise, il y a un refus de la discussion parlementaire, des appels systématiques à la censure. On refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail. Donc il l'a justifié. Pourquoi le Point ne l'ajoute pas dans son article? Parce qu'ils ont conscience que c'est une justification de merde et que ça renforce encore plus le truc que c'est un abus de pouvoir de la part du ministre de l'Intérieur. C'est intéressant. Refus de la discussion parlementaire, appel systématique à la censure, on refuse d'aller voir le gouvernement. Donc juste parce que la France insoumise ne vient pas faire les chiens-chiens à Place Beauvau pour faire sois gentil avec nous, waf waf, comme les écolos et le PS, du coup ça justifie qu'on est d'extrême gauche. Parce qu'on veut censurer le gouvernement pour lutter contre le budget, ça justifie qu'on est d'extrême gauche. C'est vraiment, c'est parce que les insoumis ils sont méchants. Parce que les insoumis ils sont méchants, et puis ils s'opposent un peu trop, et ils traitent que comme ils font que s'opposer. Et moi j'aime pas quand ils s'opposent, parce que l'opposition c'est méchant de s'opposer. Parce qu'ils sont méchants avec nous du coup. Donc les arguments de la France insoumise de dire que c'est de l'abus de pouvoir et que c'est une instrumentalisation politicienne
et qu'en fait c'est une sanction envers les bons résultats de la France insoumise dans sa capacité à s'opposer et à offrir une alternative à Macron, sont plutôt légitimés par cette justification de Laurent Nunez. Classé à l'extrême gauche pour cause d'absentéisme. Ah, le seum de Nunez en mode CPE, je me marre. Ah non, mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment le CPE. C'est vraiment genre, il n'écoute pas en cours, 1 heure de colle. Tu es classé comme élève à problème. Tu as les avertissements du conseil de classe. Et ça, en fait, c'est la France insoumise a eu les avertissements du conseil de classe parce qu'ils ont osé corriger le prof qui a fait une faute d'orthographe au tableau, quoi. Pardon d'être de trop bons élèves. C'est évident, une énième preuve que Nunez est une cuve à pisse, je crois que c'est bon. Ah bah. Mais bref, donc, on voit dans ces justifications, voilà. On voit le point, tiens, c'est intéressant, encore une fois, le point qui suce absolument, qui a été repris par Caroline Yadan. Donc, Caroline Yadan, normalement, c'est non plus une macroniste, tu vois, genre, qui a sucé l'article du point et tout, mais sauf que l'article du point, sa seule justification, c'est non, mais les nuances existent. Les insoumis, ça leur plaît pas, mais c'est la loi. Ça, c'est l'article du point, c'est ça, c'est de dire c'est la loi, voyons. Les insoumis se plaignent, mais c'est la loi. Donc voilà, le point fait simplement un appel aux institutions, un appel à l'ordre et à la hiérarchie institutionnelle, mais ne donne pas les justifications de Nunez, parce que les justifications de Nunez sont des justifications politiques, c'est des justifications de grosse marque, et surtout ça montre que c'est une décision qui n'a rien d'anodine et qui n'a rien de simplement neutre, que c'est la règle, et qu'après tout, la France insoumise, ils ont changé. Je sais pas si l'UMA en dit un petit peu plus. L'entreprise de diabolisation de la France insoumise se poursuit. Voilà, il parle quand même dans le cadre d'une entreprise de diabolisation. Difficile de croire qu'une formation dont le programme n'est pas plus radical que celui de François Mitterrand en 81 soit classée à l'extrême gauche. Et pourtant, d'où la dénonciation d'un maccartisme par Adrien Clouet. Le député insoumis cible nommément le ministre Laurent Nunez, qui désavoue le Conseil d'État, les historiens, les juristes. Alors, donc, encore une fois, qui désavoue le Conseil d'État, non. Il désavoue pas le Conseil d'État là-dedans. Mais par contre, il désavoue en effet les historiens et les juristes. Notre stratégie et les orientations de notre programme n'ont pas changé. Une décision à la Trump, digne d'une république bananière qui trouble l'ordre public électoral. Oui, parce que Nunez avait aussi parlé du fait que les insoumis étaient un trouble à l'ordre public politique, un truc comme ça, je sais plus. Ou je sais pas si c'est Nunez ou quelqu'un d'autre qui avait dit ça. Du coup, il leur envoie la balle de vous êtes un trouble à l'ordre public électoral. LFI a saisi le Conseil d'État pour un recours et ainsi conservé son classement à gauche, aux côtés du PCF, des écologistes et du Parti socialiste, comme ce fut le cas des dernières élections. Notre stratégie et les orientations de notre programme n'ont pas changé, assure Manuel Bompard. Nous sommes partisans de la révolution citoyenne, c'est-à-dire la conquête du pouvoir par les urnes, pour mettre en œuvre un programme de rupture. Et en fait, c'est ça, c'est que, en vrai, l'argument de le programme n'est pas plus radical que celui de Mitterrand en 81. Bon, ça, c'est le petit plaisir de l'UMA pour faire croire qu'ils sont encore communistes, pour être en mode alors que le parti communiste, techniquement, l'humain d'abord, c'est un peu plus radical que la France insoumise, on est communiste en fait. Donc, bah bon, ça, c'est l'humanité qui fait son deuxième corporatisme, quand ce n'est pas le corporatisme journalistique. C'est faire game, ça va, on a le droit. Ça peut être un argument, l'argument du fond politique, etc. Mais encore une fois, il n'y a pas que cet argument. C'est pas que la radicalité du programme qui décide si tu es classé à gauche ou à l'extrême gauche, à mon humble avis. Et de ce que j'ai vu un petit peu des historiens, etc. C'est aussi l'attitude vis-à-vis de la prise du pouvoir. C'est ça, à gauche, qui décide si tu es à l'extrême gauche ou à la gauche traditionnelle. En tout cas, historiquement, tu vois. Donc on pourrait avoir un programme encore plus... On pourrait même prétendre abattre le capitalisme par les urnes. Tant que c'est par les urnes, on serait quand même de gauche. Ça reste le principe du socialisme. En théorie, le socialisme, c'est quand même censé être de l'anticapitalisme. Donc c'est même pas une question de fond. C'est même pas une question de programme, encore une fois. Et pourtant, même si tu parles de la question de programme, bah, le programme, il a pas trop évolué, tu vois. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment une décision qui s'ancre dans les escarmouches et les discours politiques qu'il y a en ce moment et de la diabolisation de la France insoumise. C'est que notre discours de fond n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est peut-être qu'on assume un petit peu plus notre antiracisme. Et ça s'inscrit dans le backlash violent qui est en ce moment dans quasiment toute la presse contre les mouvements antiracistes. Et Histoire Crépue récemment qui a fait une vidéo là-dessus qui était pas mal. Il y a vraiment ce backlash contre l'antiracisme et donc tous les gens qui s'en montrent les alliés, on va dire, ou qui font un geste d'alliance vis-à-vis de l'antiracisme politique. Et aussi, bah, tout simplement, ça arrange aussi l'aile droite du Parti socialiste qui peut comme ça davantage se reconstituer un espace qui soit l'espace de gauche, dans laquelle le Parti socialiste soit le parti le plus puissant, puisse satelliser derrière lui les écolos et le PCF comme avant. Ça promet aussi un retour au statu quo pour le Parti socialiste et un espoir que la France insoumise s'éteigne dans son coin et ne soit qu'un lointain souvenir d'une époque où, ah oui, la gauche a été un peu radicale, quoi. Donc ça arrange aussi la droite du PS et ça arrange les affaires de tout le reste aussi. C'est justement l'antiracisme. Oui, c'est ça. Pour eux, le basculement, c'est l'antiracisme. C'est vraiment, vous dites que le racisme existe, vous n'avez plus le droit de citer dans cette république. Ce qui est quand même une preuve du racisme systémique, by the way, et du racisme d'État. Donc il y avait du coup un petit extrait que je voulais vous montrer. C'est du coup Geoffrin qui se retrouve sur son plateau télé
face à un politiste qui connaît vraiment son sujet. Parce que c'est vraiment un discours politique qu'on trouve absolument partout, hein, vraiment. C'est vraiment le rêve mouillé des journalistes médiocres de se dire génial, un préfet médiocre, enfin un ex-préfet médiocre, un ministre médiocre, est d'accord avec nous pour dire que la France Insoumise, c'est des grands méchants. Et du coup, il se retrouve face à un chercheur qui lui dit mais t'es un bozo, mon frère. Quand on propose de rompre une rupture, le parti lui-même ne fonctionne pas du tout comme un parti démocratique. C'est un parti autoritaire. On le sait, ça a été documenté. Ça n'a rien à voir. L'appartenance à l'extrême gauche ou à la gauche, etc., ne dépend pas de la structure d'un parti politique. Alors sinon, fallait le dire, fallait l'expliciter. Il n'y a pas de règles juridiques qui fassent dépendre l'étiquette politique d'un parti selon son degré de démocratie interne. Oui, l'UMP non plus n'a pas de démocratie interne et pourtant ils sont à droite. En Marche. Et troisièmement, les méthodes utilisées, c'est un parti qui a officiellement théorisé ce qu'ils appellent l'agonistique, c'est-à-dire le conflit permanent. Alors déjà, c'est pas la France Insoumise qui a théorisé l'agonistique, c'est Chantal Mouffe et Ernest Laclau qui sont des chercheurs. Et la France Insoumise a dit oui, ils ont raison. Lorsque, en tant que chercheurs, ils disent que la politique c'est du conflit, nous sommes d'accord que la politique c'est du conflit. Parce qu'en fait, la politique c'est quand il y a des gens, ils veulent un truc, et il y a d'autres gens, ils veulent un autre truc. Et du coup, ils débattent pacifiquement pour savoir qui a raison et quel truc faut faire. Et du coup, donc ça, c'est les partis. Et du coup, tu as le peuple qui, du coup, va, dans un système électoral, par exemple, va voter pour qui a raison de vouloir son truc. Et du coup, ça s'appelle un conflit, en fait. Parce que du coup, il y a une opposition entre des visions qui ne sont pas les mêmes et qui va être résolue par les élections. Justement, l'antagonisme, l'agonisme chez Mouffe, il est oui, bref. Je pense qu'il a jamais lu Chantal Mouffe ni Ernest Laclau. Alors c'est pas compliqué. Genre, il y a littéralement un article sur Kern qui résume tout. La dénonciation, la mise au banc des alliés qu'on qualifie de traîtres. La conflictualité, ouais. L'insulte. Pourquoi le PS n'a jamais purgé et n'a jamais traité de traître le parti communiste français n'a jamais traité ses anciens alliés de traître. En fait, c'est que, genre, arrête d'essayer de justifier ça intellectuellement. Tu es bête. Tu es bête. Tout ce que tu dis peut être appliqué aux autres partis qui ne sont pas considérés comme extrêmes. Donc arrête, démissionne, arrête ton métier. Tu ne sers à rien. À ton grand âge, monsieur. Permanente, l'intervention violente sur les réseaux sociaux. Alors, sur les méthodes. Et ils sont méchants sur Twitter. Hein. Et ils sont vraiment méchants sur Twitter. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il n'a pas parlé de fond politique. Il n'a pas parlé de programme. Il n'a pas parlé de projet pour la société. Il n'a même pas parlé de méthode de prise du pouvoir. Alors qu'encore une fois, l'extrême gauche et la gauche se distinguent par leur méthode de prise du pouvoir, la méthode révolutionnaire, notamment par la grève générale révolutionnaire. Hein, regardez la révolution permanente, voire même par la révolution armée, les trucs comme ça. Donc bref, la méthode de prise du pouvoir est ce qui caractérise historiquement à gauche la distinction entre la gauche et l'extrême gauche. Ça peut avoir quelque chose à voir avec le fond, avec la stratégie. Lui, le mec, tout ce qu'il a dit, c'est ils sont méchants, ils disent que les autres c'est des traîtres. Et puis d'abord, ils sont méchants sur Twitter. Parce que sur Twitter, ils sont pas d'accord avec moi et ils théorisent que la politique c'est quand t'es pas d'accord. Alors que c'est pas vrai. La politique c'est quand c'est moi qui dis les trucs à la télévision et puis voilà, c'est tout. C'est moi qui décide. Tout ça, ça fait 3 critères quand même. Ouais, sur le fond, sur la méthode et sur le langage. Donc... T'as toujours pas parlé de fond. T'as juste dit, là, il trouve que la politique c'est du conflit. C'est pas du fond, c'est... Genre, je sais pas, le ciel il est bleu. C'est pas du fond, c'est... Voilà. Sur la méthode politique, c'est quoi genre qu'ils ont exclu des gens de leur parti. ELV vient littéralement de le faire. Le PCF l'a énormément fait. Et sur le ton, là, il va dire méchant, etc. Genre vraiment, ce mec est... Ah oui, il a dit, rupture, pardon. Le fond, la rupture. Rupture avec quoi? Avec qui? Comment? On sait pas trop. Mais ils disent rupture, alors bon, prenez... À partir de là, je vois pas ce qu'il y a de choquant à dire que c'est quand même un peu extrême. Quoi. Réponse oui, rapide. mais je suis plutôt d'accord avec Laurent Geoffrin, mais je trouve que le terme gauche radicale, si on prend le terme de radical vraiment au sens propre du terme, je trouve qu'on peut mettre beaucoup de choses dans radical, radicalité, y compris des comportements qu'on peut juger excessifs, des comportements de colère, finalement... C'est pas de la colère, c'est théorisé. Il faut exprès. Non, mais c'est théorisé, hein. Ils disent que c'est leur théorie, que la politique, c'est de la politique. Alors que vraiment, c'est théorisé le fait que la politique, c'est politique, quoi. C'est faux. Si on prend un critère assez classique, par exemple, le programme politique, vous allez entendre Jean-Luc Mélenchon, par exemple, parler de planification. Ce terme de planification, il relève de l'histoire, même on peut dire républicaine, de l'histoire de la gauche, du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il dit planification écologique. Donc un vocabulaire révolutionnaire, ce serait de dire justement, on renverse le capitalisme. Le terme de rupture sous-entend qu'il peut y avoir un rôle de l'État dans l'économie très important. Il pourrait y avoir une ou deux nationalisations, mais on n'est pas dans un programme... Pourquoi c'est un prof à Polytechnique qui doit... de révolution. En fait, l'extrême gauche... Attends, je juste termine. Vous avez un autre historien, alors du coup, on a hâte de l'entendre. Vous n'auriez pas dû inviter 2 historiens. Ah mais c'est bien, c'est au contraire, c'est ça plus riche. Voilà, c'est ça.
y en a un auditeurs. troisième sur le plateau, c'est ce que j'allais dire. Allez-y, Ah oui, bien sûr. Et puis Sybelle aussi. allez-y. Non, ce qui se passe, c'est que le programme est très important. On pourrait dire de l'histoire de l'extrême gauche qu'en fait, elle n'a pas de programme, elle a une stratégie d'action. C'est que, encore une fois, ce qui différencie, c'est la stratégie d'action, la stratégie électorale ou révolutionnaire par la grève générale ou par la révolution armée, etc. Donc ça fait que... Il faut quand même... Heureusement qu'il y a un expert sur le plateau pour dire à Laurent Geoffrin, monsieur, tu es bête, tu n'es pas qualifié pour exercer ton métier. Ça s'appelle être un incompétent, monsieur, tu es incompétent. C'est une stratégie d'action parce que l'action prime toute entrée dans les élections, un système, C'est un très parlement. clair. C'est très clair. LFI n'est pas d'extrême gauche, selon J'ai dit vous. que j'avais une nuance. Plutôt aussi. gauche radicale. C'est très Voilà. intéressant. C'est... Voilà quoi, genre je ne sais pas quoi dire de plus. Donc il y a eu ça, hein. Bon, la réaction de la France Insoumise, ça a été de dire que c'est une dinguerie, donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point sur ce que ça révèle de... en vrai, les trois points, on les a un petit peu abordés dans la présentation que j'ai faite. Voilà, cette utilisation politique et surtout sur la fenêtre d'Overton. On parlait énormément de la fenêtre d'Overton. C'est un peu leur rêve mouillé aux Nunez et tout, que la fenêtre d'Overton se déplace véritablement et qu'il y ait une centralisation de l'extrême droite et une marginalisation de la gauche. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que le fait de placer la France Insoumise à l'extrême gauche, ça vise aussi à acter un déplacement de la fenêtre d'Overton. Et c'est pas juste en mode oh là là, maintenant on est plus d'extrême droite, le monde se droitise, etc. Mais c'est aussi de l'inscrire dans l'histoire politique française. Parce que on peut s'interroger sur la légitimité de ce genre de nomenclature et sur le pouvoir incroyable qu'a l'État de décréter des clivages et des débats politiques qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez délicat parce que quand tu es au gouvernement, quand tu gouvernes un pays, tu gouvernes en raison d'un programme pour lequel tu as été élu. Enfin, bon, tu t'en bats les couilles du programme une fois que tu es élu, c'est ça la vérité. Mais tu gouvernes parce qu'on a choisi ce que tu représentes politiquement pour diriger la France, etc. Ce qui donne une latitude d'agir politiquement de façon qui corresponde à ce que tu veux, quoi. D'agir politiquement comme tu veux, bon, avec le respect du Parlement et des institutions, mais bon, ça faut le rappeler à Macron, bien sûr. Mais ce qui te donne aussi une responsabilité de protection de la possibilité d'une diversité de discours politiques et de protection, en fait, de ne pas outrepasser ton pouvoir pour modifier les équilibres politiques, puisque c'est selon les équilibres politiques que tu as été élu, et donc la modification des équilibres politiques peut mettre en danger, du coup, les équilibres démocratiques, puisque du coup, si tu te permets de disqualifier, de diaboliser, de réprimer l'opposition qui était jusqu'ici considérée comme une opposition légitime, bah tu rentres dans une pente glissante un petit peu bizarre d'élimination de l'opposition, pour ne plus avoir justement à jouer ce conflit qui est la vie politique, notamment dans une démocratie telle que la France. Dans sa circulaire, Nunez a changé l'étiquette de l'UDI qui était jusqu'à présent classée à droite. Maintenant, ils sont au centre. La dérive de la droite vers l'extrême droite et du centre vers la droite est clairement visible ici. Ouais, bah voilà, très très bon exemple de comment c'est un déplacement de la fenêtre d'Overton. Mais c'est pas que ça, hein, parce que ça vise à acter historiquement quelque chose. Vous savez, la lutte qu'on mène à gauche, c'est aussi en partie, c'est une lutte politique actuelle, mais c'est aussi une lutte historique. Notamment, je pense à la lutte qu'on a depuis contre le néolibéralisme, l'idée de fin de l'histoire des années 90, l'idée que après l'effondrement du bloc soviétique, le capitalisme est triomphant et finalement il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de politique, il n'y a que de la gestion pragmatique des crises et de l'économie. Ça, c'est un petit peu le fantasme du capitalisme néolibéral tel que réalisé dans les années 80, puis réalisé idéologiquement dans les années 90. Et c'est exactement tout ce contre quoi la gauche se bat. Elle se bat contre les gens qui disent qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, contre les gens qui visent à vous faire croire que tout changement structurel est impossible et qu'il faut finalement modérer ses espoirs et ses attentes politiques, voire ses projets politiques. Tous les gens qui vous disent globalement rentrez chez vous, il n'y a rien à faire. Et le déplacement de la fenêtre d'Overton, on en parle beaucoup dans un domaine discursif de droitisation du champ politique, et du coup mécaniquement l'UDI sort plus à gauche qu'elle ne l'est réellement, par exemple, tu vois. Mais on en parle moins comme une entreprise de falsification historique. Et en fait, ce que fait Nunez, c'est aussi une entreprise de falsification historique, puisque en plaçant la gauche historique, somme toute,
Gauche certes radicale, mais à gauche, quoi. Genre voilà, anticapitaliste comme la gauche a le droit de l'être. Et comme la gauche l'a toujours été, en théorie. C'est pas parce que la gauche est droitisée que, voilà, tu vois, le fameux truc, c'est la gauche qui s'est droitisée, c'est pas la gauche qui a bougé, tu vois. Donc, ça met en place une entreprise de falsification historique, puisque du coup, ça place rien que le fait de vouloir remettre en question sectoriellement le capitalisme, comme le prétend la France insoumise. Alors bon, je sais qu'il y a des insoumis qui vont dire non, on est contre le capitalisme, etc. Oui, disons qu'on a un programme de transition socialiste, on va dire ça comme ça. Mais donc qui place du coup même la possibilité d'avoir un programme qui pointe du doigt le capitalisme comme un problème et propose d'éliminer toute ou partie de ce problème, qui jusqu'ici était de l'ordre de la gauche, donc c'est-à-dire de l'ordre de la normalité, de la norme en politique. C'était quelque chose qui était considéré comme un discours acceptable. Et bien en fait, elle le place comme un discours interdit, comme un discours marginal, comme un discours extrême. Et donc finalement, c'est presque un aboutissement de la fin de l'histoire et du néolibéralisme triomphant. C'est un aboutissement de ça. Et c'est ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est ce que fait Nunez avec sa circulaire, en disant que le domaine de l'acceptable idéologique n'inclut plus la critique du capitalisme. Et donc n'inclut plus la remise en question d'un système qu'on va vous imposer au forceps et que vous n'aurez plus le droit de critiquer. Et c'est ça aussi pour moi, symboliquement, ce qui se joue, symboliquement et historiquement, ce qui est en train de se jouer avec ce qu'essaye de faire Nunez. C'est aussi le triomphe historique du capitalisme contre toutes les forces qui tentent de s'y opposer et de le remettre en question, en usant du coup du pouvoir de l'État, du pouvoir réglementaire, du pouvoir administratif, et donc du coup en usurpant son pouvoir pour solder une histoire, quoi. Mais du coup ça donne des billes à ceux et celles qui pensent que tu renverses un système que de manière violente et que jouer le jeu des élections ça sert à rien, ou alors c'est très désireux. Du coup oui, je suis totalement d'accord, ça donne encore plus de gaz à l'extrême gauche et aux gens qui disent vous voyez que les élections ça sert à rien et que de toute façon il y a que par la force qu'on peut renverser ce système. Et donc là-dessus, je suis assez d'accord. Tout à fait d'accord, c'est une offensive contre l'anticapitalisme. Oui. Je trouve que vous partez, toi les médias aussi, trop dans l'idéologie du ministère de l'Intérieur. Pour le ministère de l'Intérieur, le placement est institutionnel. Extrême gauche égale hors coalition égale antisystème institutionnel, sans accès au pouvoir exécutif. Oui, et je suis d'accord, c'est que en fait, c'est aussi une entreprise simplement de desqualification. Moi, je vais dans les implications symboliques parce que ça me fait bander. Mais bien sûr, c'est que très pragmatiquement, ça permet au ministère de l'Intérieur de solder à l'avance le débat sur le Front républicain. Et de dire, vous n'avez même plus à vous poser le débat du Front républicain, je l'enlève du Front républicain. Ils ne sont plus à gauche, ils sont à l'extrême gauche. Donc c'est bon là, vous n'avez plus à vous poser la question, arrêtez. Tu vois. Après, est-ce que ça va marcher ou flop? On peut retourner ça contre eux. Mais bien sûr, c'est du discours politique, c'est du judo. Enfin, comment dire, ne croyez jamais que tout est perdu parce que l'État a décidé un truc contre vous, etc. C'est du judo. La question, c'est comment on joue le judo, comment on joue notre karaté, quoi. Bon, ce ne sont que des discours. On peut toujours les retourner sur leur tête. Oui, Be Water, exactement. Oui, je m'étais mis de côté l'interview de Adrien Chloé sur l'humanité. L'Intérieur, via une circulaire relative à l'attribution des nuances aux candidats au municipal à Lyon, publiée le 2 février, a classé la France insoumise à l'extrême gauche. C'est une première pour le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon, jusqu'ici classé à gauche, tant par les autorités administratives que par les chercheurs. Adrien Chloé, député insoumis de Haute-Garonne, est avec nous pour répondre à ce changement de nomenclature. Bonjour Adrien Chloé. Bonjour. Alors comme ça, LFI est d'extrême gauche? Non, écoutez, Monsieur Nunez a peut-être basculé à l'extrême droite depuis quelques temps, mais c'est pas pour autant que tout le champ politique connaît le même déplacement. La réalité, elle est assez simple. La référence à la fenêtre d'Overton. Hein. Les autorités ont toujours classé électoralement la France insoumise dans le bloc à gauche, et Monsieur Nunez maintenant emploie les moyens administratifs pour essayer de disqualifier la France insoumise et de la positionner dans un bloc qui n'est pas le sien, et qui d'ailleurs, je dis ça sans faire injure, et d'ailleurs à mon avis les militantes et militants d'extrême gauche seraient les premiers à estimer que nous ne sommes pas exactement dans les mêmes stratégies, les mêmes revendications, et donc c'est normal que... Oui, il y a eu un clash entre Nathalie Arthaud et Manuel Bompard, où les deux étaient d'accord que la France insoumise n'est pas d'extrême gauche, mais Nathalie Arthaud qui est et c'est pour ça du coup qu'ils sont nuls, et Manuel Bompard qui est en mode non mais on est bien quand même, mais on n'est pas d'extrême gauche. C'est assez marrant. Cette distinction perdure. Qu'est-ce qui vous différencie de l'extrême gauche justement, selon vous? Notre doctrine à la France insoumise, c'est une rupture par la voie des institutions. Passage à la 6ème République, révolution citoyenne. On s'inscrit dans une mouvance qui voit l'élection comme étant un moyen d'exercer des formes de pouvoir et de changer un pays. L'extrême gauche, en tout cas l'approche qui est celle assez consensuelle chez les historiens, politistes, juristes, ce sont des militantes et militants politiques qui croient à l'action directe, immédiate du plus grand nombre, et qui utilisent les élections comme une tribune pour porter leur message et non pas comme une modalité pour changer la société. Ce sont d'ailleurs généralement des forces qui ne sont pas parlementaristes, qui ne pensent pas que le Parlement est un bon endroit pour changer les choses. Nous si, et cette différence fondamentale, finalement dans l'histoire longue des différentes gauches, bien elle est niée par M. Nunez. On ne va pas lui reprocher son inculture historique, on va plutôt lui reprocher de s'asseoir sur l'unanimité des travaux et des recherches en histoire et en sciences politiques. Pourtant, la France insoumise a fait des alliances ponctuelles avec des mouvements d'extrême gauche. Je pense à Philippe Poutou, que vous avez investi aux législatives 2024. C'est quoi cette question? Mais pourtant, vous vous êtes allié avec l'extrême gauche, donc c'est que vous êtes un petit peu extrême gauche dans votre tête. Mais les macronistes ont fait alliance avec LR? Le PS
fait alliance avec les macronistes. Il y a même à Dunkerque le PCF qui fait alliance avec LR. Donc est-ce que le PCF est de droite? Je n'irai point jusque-là. Je reconnais qu'ils ont encore un programme de gauche, même s'il faudra un petit peu leur rappeler parfois, surtout à leur porte-parole. Mais genre, c'est genre du coup, c'est si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Genre, c'est quoi ce truc? Oui, même dans le NFP, le NPA est présent. Bref. Ce sont des partenaires potentiels. Bien sûr, mais le problème c'est que là, on va pas rentrer dans la logique de l'homme qui a vu l'ours, qui a vu le voisin, parce que si il y a eu des alliances, et il y a encore des alliances, moi ça me va très bien, à Toulouse c'est le cas, NPA, LFI, il y a aussi eu des alliances à la NUP. Place Publique a récemment rejoint la coalition PCF jusqu'à LR et oui, ils se soutiennent tous. Oui, c'est ça, oui. Si le PCF est allié à Place Publique et à LR, est-ce que ça fait du PCF un parti qu'on peut classer dans la nomenclature à droite? Bon, désolé l'humanité, mais bon, va falloir travailler un petit... Enfin, va falloir réfléchir un petit peu, quoi. Genre, je sais pas, non. C'est NFP contre LFI et le Parti Socialiste. Et le PS, actuellement, a des listes communes avec des macronistes municipales. Si on parle là-dedans, tout le monde est pareil. Parce que, évidemment, qu'il y a des alliances. Maintenant, il y a des personnes qui ont des cadres théoriques, stratégiques, qui sont les leurs, et qui parfois font des alliances avec d'autres personnes qui ont d'autres cadres stratégiques. Ça me semble normal, et ça me semble pas du tout néfaste à la démocratie, mais au contraire. Quels objectifs, selon vous, poursuit le ministère de l'Intérieur en vous classant à l'extrême gauche? Il y en a deux. D'abord, il y a le pouvoir disqualifiant du terme d'extrême. Voilà, donc ça c'est le truc dont on avait parlé, etc. D'avaliser administrativement un discours médiatique qui est là déjà depuis un bon petit moment. Et puis, deuxièmement, et sans doute le fin mot de l'histoire, c'est de recréer leur soi-disant arc républicain. C'est en mettant en dehors de cet arc une extrême droite, pour le coup, le Rassemblement national, qui a une vision du monde basée sur des hiérarchies. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est donner une existence, enfin, comment dire, encore une fois, faire acte par la force de l'État d'une définition. En fait, c'est ça, c'est de sortir. Je vous dis souvent que le pouvoir politique, c'est aussi le pouvoir de définir ce qui est dans le champ du politique et ce qui est hors du champ du politique. C'est-à-dire que le pouvoir politique, c'est celui de dépolitiser certains sujets. Et donc, par exemple, Nunez, en posant un acte administratif, va dépolitiser, c'est-à-dire sortir du champ de la discussion politique la question de est-ce que la France insoumise fait partie du front républicain, fait partie de l'arc républicain, est-ce que la France insoumise est respectable, etc. Il va dépolitiser le sujet, il va l'enlever du champ de est-ce que on discute de ça démocratiquement, politiquement, est-ce que c'est un débat démocratique. Il va dire non, je décide arbitrairement de le sortir du débat politique et de le placer administrativement quelque part où j'ai décidé. Et donc finalement, de dépolitiser un sujet pour mieux prendre une décision autoritaire dessus, pour mieux faire gagner un des deux camps. Ces gens-là n'ont de cesse, depuis 2022, que de nous expliquer qu'ils seraient finalement le centre et qu'autour d'eux ne graviteraient que des extrêmes. Et donc toutes celles et ceux qui sont en désaccord, par exemple sur le budget, pour prendre le dernier point récent du débat politique français, eh bien sont renvoyés à des extrêmes. Lorsque c'est pas consensuel, eh bien M. Nunez les invente. Sur X, vous écrivez que demain ce sera le tour du PCF, puis des Verts, puis de toute opposition justement qui ne vote pas le budget. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'après vous, ce sera toute la gauche qui sera visée? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'après vous, les autres aussi, parce que les autres ils sont gentils sur Twitter en fait, genre not like us en fait, we're not the same en fait, genre les autres ils sont respectables. Pourquoi vous croyez vraiment que les autres aussi, tu vois? Bon après bon, c'est de l'hyperbole le fait que le PS soit classé à l'extrême gauche, mais c'est une vraie question quoi, c'est la question du déplacement politique vers l'extrême droite quoi. Elle est sur BFM ou sur l'UMA? Non, sur l'Humanité. Ouais, sur l'Humanité. Ouais. Là où il y avait un bloc gauche qui du coup pouvait s'allier dans le cadre du nouveau Front populaire notamment, mais il essaye de le segmenter et de créer par catégorie, donc par classement, extrême gauche versus gauche, et bien d'abord des sous-scores, c'est-à-dire au lieu d'avoir un score gauche général, ça va diminuer le soir des élections, c'est ça évidemment l'objet, c'est de diviser, et puis d'accréditer en fait l'idée selon laquelle, eh bien, plus on est loin du macronisme en fait, dès qu'on s'éloigne du macronisme même, on devient extrémiste. Et donc il commence à stratégie du salami. Alors un petit bout, c'est LFI qui sort, mais il est évident que la pente logique de cela pour affaiblir toutes les formations politiques d'opposition qu'il y a à gauche, eh bien c'est de les distinguer, c'est de multiplier les sous-catégories, de dire regardez, eux ne font que tant, eux ne font que tant, eux ne font que tant, etc. Alors est-ce que la France insoumise participe pas aussi parfois à brouiller justement ces clivages La question jupe courte. Ces clivages politiques, notamment lorsque Jean-Luc Mélenchon compare Olivier Faure à Marcel Déat, socialiste devenu collabo, Sophia Chikirou compare Fabien Roussel à Doriot, communiste devenu nazi, ou quand beaucoup d'insoumis, j'ai encore récemment sur Twitter, encore aujourd'hui, disent qu'il faut classer le Parti socialiste à droite. Donc rappel, Nunez, il acte le déplacement de la fenêtre d'Overton en disant oui, le monde politique est droitisé à tel point que la France insoumise est à l'extrême gauche. Donc Nunez, il dit Tchadiès, on a déplacé la fenêtre d'Overton à l'extrême droite, vous allez faire quoi, bande de gauchistes de merde? Et le journaliste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais est-ce que c'est pas votre faute parce que vous avez dénoncé le déplacement de la fenêtre d'Overton? Est-ce que c'est pas votre faute que du coup elle se déplace? Vous avez parlé du fait que le PS se droitisait, donc est-ce que c'est pas un peu votre faute que vous vous retrouviez à l'extrême gauche? Non, en fait, quand on dit que Faure c'est un collabo, quand on dit que Roussel est droitier, c'est justement pour dénoncer la droitisation qu'on observe du champ politique en se plaçant nous dans la seule gauche qui reste stable en fait. C'est pas qu'on l'a cherché, c'est qu'on l'a dénoncé et on l'a préchote. Genre, on a eu la clairvoyance
clairvoyance d'observer le mécanisme que Nunez essaye de mettre en place définitivement. Bah, on aimerait bien que les autres partis de gauche soient vraiment de gauche, mais c'est pas notre faute, ils ont qu'à arrêter de dire des trucs de droite, quoi. Puis on parle, oui, en plus on parle de Twitter, quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu votre faute parce que sur Twitter vous avez quand même dit des trucs, hein, mais c'est ça ton analyse déjà. Voilà, je vous renvoie à ma dernière VOD là sur YouTube là, sur Usul et Lumi, en voyant Twitter, etc. Désolé, mais les journalistes, il va falloir arrêter de vivre votre vie au travers de Twitter et allez pas commencer à faire un oui, mais ouin parce que Twitter c'est un compte. Non, c'est juste vous qui êtes des putains de paresseux et vous êtes là avec le popcorn, etc. Et de toute façon, vous aimez pas la France Insoumise, donc vous êtes content quand ils tweetent des trucs comme ça. Vous pouvez dire quand même, est-ce que c'est pas un peu honteux? Je vais poser la question dans ma prochaine interview parce que vu que j'ai aucune question politique de fond à poser, je vais leur demander ce qu'ils pensent de tel tweet. Genre vraiment, à un moment, faut arrêter quoi. Bon, tu m'étonnes que ce soit sur Backseat. Bah non, ça n'a rien à voir. Dans un cas, vous avez une discussion pour savoir qui se met où. Alors bon, le Parti Socialiste, personne ici le qualifie d'extrémiste. J'ai envie de dire, on aimerait bien parfois qu'il bouge un peu plus. Donc, il y a une discussion qui est celle des réseaux sociaux, des gens qui s'amusent à classer le PS à droite. Mais vous voyez bien qu'en fait, ils prennent au sérieux finalement l'idée de M. Nunez, parce que si les blocs politiques dépendent des alliances en cours dans le pays et non pas des fondamentaux de chaque parti, dans ce cas-là, il va falloir classer le PS avec le bloc macroniste qui va jusqu'à Horizon. Parce que personne n'imagine qu'Horizon soit de gauche. Et donc, ça pose des questions, vous voyez, si jamais on commence à raisonner de cette manière-là. J'aime bien comment il retourne le truc. Bah, si vous commencez à penser les alignements politiques en fonction de ce que les gens font et avec qui ils s'allient, plutôt qu'en fonction des fondamentaux idéologiques, etc., bah, le PS, c'est compliqué, quoi. Selon la logique de Nunez. Il faut se demander, chaque mouvement, quel est son fondement politique et quelle est sa stratégie. Et c'est pas un jugement moral que de savoir qu'il y a des personnes qui sont à droite, des personnes qui sont à gauche. C'est une logique qu'on connaît depuis la Révolution française, le rapport au veto royal, etc. Donc l'objectif de Nunez, c'est uniquement déplacer le centre de gravité politique. Voilà, c'est d'isoler et de dire, regardez, il y a de moins en moins de gens à gauche et nous, le bloc central, sommes de plus en plus importants. Le programme de la France Insoumise et la stratégie électorale, politique en général, n'a pas bougé depuis 2022. Pourtant, les critères de classement évoluent. Ça montre bien qu'il s'agit uniquement d'une tactique gouvernementale et non pas d'une réponse à des évolutions de notre mouvement. Mais c'était pas ma question initiale. Ma question initiale était sur aussi la façon dont la France Insoumise peut ou pas brouiller. Voilà, ma question initiale, c'est vraiment, est-ce que parfois quand vous tweetez, que pensez-vous des outrances de Jean-Luc Mélenchon, monsieur Adrien Clouet? Que pensez-vous des outrances de Jean-Luc Mélenchon? C'était pas ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, c'était, est-ce que c'était pas un peu mérité? Est-ce que vous n'avez pas déjà vous-même commencé à brouiller les pistes entre la gauche et l'extrême droite en commençant à parler de révolution citoyenne, de planification, d'antiracisme, de Gaza, genre c'est vous qui avez brouillé, vous êtes devenu un peu extrême quand même, hein? Puis vous parlez fort, c'est un peu extrême. Pour vous, ça ne relève que de la discussion de réseau social? Bah bien sûr. Pour vous, monsieur Clouet, les discussions sur Twitter ne sont que des discussions sur Twitter? Parce que c'est quand même mon outil de travail en fait. Genre, c'est important parce que je suis important en tant que journaliste. Oui, c'est Twitter. Calme-toi, chill, c'est que Twitter. Quand les partis politiques font des réunions de négociation entre eux, ils se parlent pas comme sur Twitter. Twitter, il y a un champ discursif spécifique qui va beaucoup plus dans l'invective, qui va beaucoup plus dans la déclaration, dans la définition de nos fondamentaux, de trucs comme ça. Donc ça peut paraître un peu violent pour vous, mais c'est que Twitter. Genre, va falloir arrêter de croire que... Je sais pas, j'en peux plus. Là, vous avez une discussion pour savoir quelle personne fait écho à quelle action dans le cours de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec le fait de classer politiquement des mouvements. Je veux dire, toute l'histoire de la gauche. Oui, j'adore la réponse de Chloé, il est en mode, mais les gens qui parlent sur Twitter, ça n'a rien à voir avec comment un parti politique est classé. On n'est pas classé en fonction de nos tweets. Qu'est-ce que tu racontes? On parle ici d'un pouvoir administratif, on ne parle pas d'un débat entre partis politiques. Le but d'un ministère de l'Intérieur, c'est d'organiser de manière correcte des élections pour toute la République. Et que toutes les personnes qui votent, qu'elles soient de gauche ou de droite, se reconnaissent dedans et puissent interpréter les résultats le soir. Là, ici, M. Nunez, il ne fait pas son rôle de garant des élections et d'organisateur général des élections. Il vient brouiller ces élections-là en changeant sans aucune raison au milieu d'un mandat les critères de classement. Oui, parce que aussi, il faut rappeler qu'il n'y a aucune justification. Genre, il ne donne aucune justification pour faire ça. Alors que, genre, pourquoi tu changes un truc qui était stable depuis des années, tu vois? Genre, c'est toi qui... C'est Nunez qui doit justifier, c'est pas la France Insoumise qui doit justifier. Genre, en fait, c'est vraiment une espèce d'inversion. Après, je comprends qu'ils invitent Clouet parce que, en tant que député de la France Insoumise, il a une réaction sur le sujet, etc. Mais du coup, que le journaliste ne demande pas à Clouet, ah bah tiens, pourquoi il a fait ça? Pourquoi c'est un peu votre faute? Explique-moi, toi. Genre, c'est un peu... Bah, non, c'est pas à la victime d'expliquer. En gros, dénoncer le déplacement de la fenêtre d'Overton, ce n'est pas jouer son jeu. Oui, c'est ça. C'est justement faire l'inverse de jouer son jeu. LFI a annoncé déposer un recours devant le Conseil d'État. Vous en attendez quoi de ce recours? Eh bien, que le Conseil d'État réaffirme sa doctrine, à savoir, comme il avait dit en mars 2024, que la France Insoumise était bien un mouvement de gauche, notamment vu son corpus idéologique, sa stratégie politique, les alliances qui sont faites. Là, bon, encore une fois, c'était pas là-dessus que s'est basée la précédente décision du Conseil d'État, donc je pense que cet argument est quand même un peu faible. Et que, à partir de là, eh bien, il y
avait pas de motif qui pouvait être invoqué pour montrer qu'il y aurait une rupture. Par contre, le truc sur lequel ils peuvent appuyer, c'est en effet qu'on peut se poser le caractère légal de la décision de Nunez en tant qu'elle indique une rupture non justifiée par rapport à un statu quo ante qui n'a pas changé, tu vois. Genre, et oui, j'ai dit statu quo ante. Et alors, vous allez faire quoi? Parce que ça passe, je pense que le recours va être rejeté. Le recours a un risque d'être rejeté, même si je maintiens quand même qu'il a plus de substance que celui du RN. Le RN, quand il s'était plaint face au Conseil d'État, il s'est plaint que le ministère de l'Intérieur continue de faire un truc qu'il a toujours fait vis-à-vis du RN, c'est-à-dire le classer à l'extrême droite. Donc le RN s'est plaint de la continuité d'une qualification qui n'avait fondamentalement pas de raison de changer. Là où LFI se plaint du changement soudain d'une qualification qui demande à être justifiée. Après, bon, le Conseil d'État peut très bien dire le ministre de l'Intérieur n'a pas à justifier, donc il n'y a pas d'illégalité là-dedans. Le RN demandait une modification alors que LFI s'oppose à une modification. Oui, c'est ça, donc ce qui donne plus de substance à la demande de LFI. Mais voilà, pas non plus fantasmer le Conseil d'État non plus. Les positions politiques de la France Insoumise, laquelle rupture pourrait justifier qu'on la reclasse? On attend toujours de savoir, parce que Nunez n'a absolument pas justifié. D'ailleurs, je vois tous les articles de vos collègues sont tous clairs. Le ministère de l'Intérieur refuse de commenter les raisons pour lesquelles il a, de façon arbitraire, opéré cette réécriture. Je vous confirme, le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas répondu à nos sollicitations. Dernière question, tout ça arrive dans un moment de l'histoire particulier, vous le disiez, où on essaie de sortir une partie de la gauche de l'arc républicain, je mets des guillemets, et c'est aussi au même moment où l'union des droites, encore avec des guillemets, est en mouvement. Est-ce que vous pensez que tout ça peut avoir des conséquences plus larges que un simple classement administratif? Bien sûr, je pense que le classement, d'abord, il est fait par un dirigeant politique, M. Nunez, qui n'est pas neutre, qui ne survole pas le champ politique. C'est un homme de droite, très à droite, oui. Qui donc exprime là, et c'est ce que je déplore, ses convictions politiques personnelles. Oui, c'est ça, c'est qu'il utilise, encore une fois, comme je disais, il utilise son statut et son pouvoir administratif pour poser un précédent politique, alors que ce n'est pas en théorie, pas censé être son rôle, quoi. Surtout quand il fait ça. Parce que, en fait, particulièrement quand tu touches à l'organisation des élections, c'est là où le ministère de l'Intérieur a le plus le devoir de neutralité et de laisser à la porte son cerveau politique. Bon, alors bien évidemment, on peut pas s'attendre à ce que ça reste un ministre, tu vois. On peut pas totalement garantir la séparation entre l'intérêt politique et tout, mais du coup, ça révèle aussi le pouvoir démesuré du ministre de l'Intérieur vis-à-vis de l'organisation des élections. C'est d'ailleurs pour ça qu'Antoine Léaumont, on parle beaucoup de la commission d'enquête d'Antoine Léaumont, où il a parlé des sondages. C'était pas une commission d'enquête sur les sondages, c'était une commission d'enquête sur l'organisation des élections, et parce que c'est cet aspect d'un point de vue très large qui pose problème dans la façon dont notre République fonctionne. C'est à quel sens qu'un ministre, donc partisan d'un certain groupe politique, ait un tel pouvoir sur l'organisation des élections? Alors bien évidemment, il y a des recours, il y a le Conseil d'État, il y a des règles à respecter, des trucs comme ça, mais ça donne quand même une marge de manœuvre qui est plus large que si c'était, je sais pas, une autorité administrative indépendante, tu vois, genre un truc en mode l'Arcom ou une connerie comme ça, tu vois. M. Nunez, s'il devait classer tout le monde, je pense que pour lui, même une partie de Macronie sont extrême gauche, donc à partir de là, il va falloir quand même l'arrêter avant qu'il puisse tout réécrire comme il l'entend. Bien sûr, leur objectif est de tout redécouper, c'est-à-dire que toute la gauche de rupture, c'est ceux qui disent il faut par les urnes voter pour des meilleurs salaires, la bifurcation écologique, ces gens-là soient extrémisés, qu'on dise que c'est trop radical de leur faire payer les riches, et en même temps essayer de déplacer tout le champ politique, parce que dès lors qu'on tire LFI vers les extrêmes, vous déplacez tout le monde à gauche. Et donc l'idée derrière, c'est évidemment de maintenir la capacité Horizon, LR et un jour pour ces gens-là, le RN, à travailler ensemble en étant éventuellement recouverts par la même étiquette. Et puis garantir que, vous savez, on parle souvent de la notion d'alternance en politique, qu'un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite, etc. Que du coup, quand on parle de la gauche, on parle d'une gauche qui est en réalité une droite. Tu vois, en fait, ça officialise l'UMPS, gauche, centre-gauche, et ça commence à poser les bases d'une alternance respectable entre macronisme et Rassemblement national. En fait, ça garantit que finalement, ce qu'on va considérer comme une alternance parfaitement normale dans le champ politique, c'est une alternance entre la droite et l'extrême droite. Donc ouais. En vrai, on a une forme de uniparty, mais juste extrêmement mal déguisée. Un peu, hein, un peu. Aujourd'hui, le RN reste, selon la nomenclature, à l'extrême droite, tout comme l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. C'est pour ça que je dis bien, l'objectif est de basculer et de décaler le champ politique pour permettre un jour que ces gens puissent mettre en cause finalement ce qui les différencie. Oui, ça, c'est que c'est la première étape avant de mettre le RN dans la droite traditionnelle. Éventuellement, quand ils seront élus, tu vois, et qu'on pourra montrer que, regardez, ils sont dans le champ républicain, ils sont élus, c'est un parti de gouvernement, et qu'on pourra, à ce moment-là, les reclasser à droite et non plus à l'extrême droite. C'est, encore une fois, c'est, comme je disais, Nunez qui venge le RN posteriori, quoi. Pouvoir dire, mais regardez, finalement, dans le paysage politique, on a tellement tiré à droite que, eh bien, on pourrait finalement avoir une discussion entre nous, voire même pouvoir dire, regardez, par parallélisme, puisque LFI, PC, Vert peuvent travailler ensemble, pourquoi ne pourrions-nous pas travailler, nous, Horizon, LR, avec le RN? Merci, Adrien Clouet, député insoumis de Haute-Garonne. Merci à vous. Donc voilà, c'est un peu une bonne conclusion parce que comme ça récape un petit peu tout ce qu'on a dit et ça permet de montrer que même à l'Humanité, ils ont encore du mal avec les interviews. Je trouve l'article écrit un peu meilleur que l'interview version YouTube, mais que même à l'Humanité, ils sont un peu en mode, en même temps, c'est un peu votre faute.
faute. En même temps, vous avez dit du mal de Roussel, hein. Donc vous méritez d'être disqualifié. Tiens, ça nous renseigne quand même d'un inconscient collectif, y compris chez les journalistes de gauche, que on serait quand même mieux sans la France insoumise, quoi. Ils sont promdog pro-Roussel? Pas vraiment, pas vraiment. En vrai, faut pas croire que l'humanité est complètement pilotée par le PCF, etc. Mais ils ont une tendance... je vais plutôt dire ça comme ça. C'est le seul média qui défend le PCF. Et c'est tout à leur honneur. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.